Bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire. On entame le mois de juillet. Le mois de juillet va être court ce mois-ci parce qu'on a seulement 2 webinaires culture RH, mais on le commence fort avec un sujet sur l'IA. J'espère que vous allez bien. Faites-nous signe dans le chat quand vous êtes connectés, comme ça on est sûr que tout fonctionne. J'attends de voir des premiers bonjour. Bonjour Geneviève, bonjour Romain, Stéphane, Valérie. Bon, très bien, a priori ça fonctionne. Bienvenue à vous. Trop contente de pouvoir aborder le sujet de l'IA. Alors, vous vous dites sûrement, bon, c'est pas très original, l'IA, on en parle tous les jours. On en mange absolument tous les jours, nous, les RH. Mais justement, aujourd'hui, c'est un angle un peu différent qui vous est proposé. On est là pour passer 7 heures ensemble. C'est votre webinaire, c'est à vous. Donc, sentez-vous à l'aise de réagir, posez vos questions. Moi, je me ferai votre relais auprès de notre invité du jour qui est Paul. Paul, est-ce que tu veux bien nous dire un peu en quelques mots qui tu es, ce que tu fais de beau, et puis après, on abordera le pourquoi on est là. Je te donne la parole. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup pour l'invitation, Anaïs. C'est très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Paul Courteau, je suis le fondateur et chairman de NeoBrain, donc qui est une entreprise qui aide la fonction RH à anticiper l'évolution des métiers et à allouer la bonne compétence au bon endroit au bon moment. Et sur le sujet de l'IA, j'ai notamment, suite à lancement de ChatGPT, j'avais écrit mon premier livre qui s'appelle Will AI Replace Me? Est-ce que l'IA va nous remplacer? Qui cherche à mesurer l'impact de l'IA sur les métiers et les compétences. Donc, ce qui m'a permis de voir plein d'organisations, de voir derrière les mythes la réalité de ce qui se passe vraiment dans des entreprises. Top. C'est parfait, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de l'IA aujourd'hui, entre les peurs et l'excitation face au sujet. Donc, le but aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, ça va être peut-être d'apporter des éclairages pour mieux comprendre ce qui se trame concrètement. Je te laisse nous embarquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Et si jamais il y en a à la fin, on prendra un temps à la fin. On pourra revenir dessus. Mais voilà, moi, au fil de l'eau, je vous lis et je relais vos commentaires et vos questions à Paul. Voilà. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout fonctionne? Dites-nous. Est-ce que vous voyez bien l'écran de Paul? Yes. Super. Ah bah Ok. parfait. Je ne vois plus. Allez. Ok, super. Toi, tu ne nous Génial. vois plus? Non, je ne vois plus, mais je t'entends. Donc, si. Bon, mais c'est l'essentiel. Allez, tu nous embarques, tu nous briefes un petit peu sur le sujet du jour. Tout à fait, tout à fait. Donc notre sujet du jour, c'est de vous donner quelques repères parce que vous exercez au sein de la fonction RH des métiers très différents. Notre enjeu, c'est de se dire, juste pour vous expliquer un peu le sens de ce qu'on va faire, ce qu'on va aborder aujourd'hui, l'enjeu, on le disait juste avant, j'avais une citation de Roger Federer qui m'avait marqué, c'est quand il nous expliquait que son métier, c'était d'anticiper la trajectoire de la balle quelques secondes avant son adversaire. Et je pense que c'est un peu l'enjeu de la fonction RH pour bien aider et accompagner les métiers dans leur transformation, vous aider à vous donner quelques repères pour anticiper comment l'IA impacte les métiers, comment s'y prendre, ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien aussi, et de vous partager ça de manière extrêmement concrète. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, qui fait couler beaucoup d'encre, comment l'IA impacte les métiers et les compétences. Premier sujet qui me semble majeur, donc on va l'aborder juste en trois volets. D'abord, bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'IA et surtout ce qui est en train de se passer pour anticiper ce qui va arriver demain. Deuxième volet, c'est comment les entreprises s'organisent autour de ça, qu'est-ce qui se passe vraiment, quelles sont les crises qu'elles vivent et comment elles redessinent progressivement les différents métiers. Et enfin, comment en tant qu'individu, comment est-ce qu'on embarque les gens là-dedans, comment on le fait sans augmenter, sans dégrader la santé mentale, comment on embarque vraiment les gens dans cette transfo. Donc voilà les trois volets qu'on a au menu aujourd'hui. Donc pour rentrer sur l'IA, la première chose que je voulais vous partager et qui est quand même un point pour moi qui m'a interpellé, c'est que le QI de l'IA aujourd'hui dépasse 99,9% des humains. Ça veut dire que, ça, vous voyez, ça c'est la manière dont les IA étaient positionnées sur la courbe du QI en 2024. Elle dépassait péniblement 100. Là, aujourd'hui, sur la même courbe, on voit qu'on a des IA qui arrivent jusqu'à 148 de QI. C'est-à-dire, c'est encore une fois plus que 999 humains sur 1000. Ça, c'est une étape, c'est un point majeur. Ça veut dire que si on continue d'évaluer les hommes sur la même échelle que l'IA, on a forcément perdu. Donc, c'est important d'imaginer le nouveau terrain sur lequel on va se positionner. Et ça, je vais vous donner quelques pistes sur quelques idées là-dessus. Et c'est ça l'enjeu. Juste, comment on évalue le QI de l'IA? Ça m'a interpellé moi quand j'ai vu cette slide, mais comment on détermine le QI de l'IA alors? On lui fait passer un test, comme vous le feriez Ok. chez lui. On lui fait passer un Ah test ouais, d'accord. de QI. Et c'est intéressant parce qu'il y a des tests.
L'IA a des tests d'IA, et on va en parler un peu, mais ce qui est intéressant, Ouais, c'est de regarder sur les mêmes tests, parce que finalement, le QI a bien été sûr. un peu la métrique de mesure principale de l'intelligence, le quotient intellectuel, sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est qu'une dimension et sur laquelle l'IA domine largement. Il y a heureusement plein d'autres dimensions qui permettent de déterminer la valeur qu'on peut amener et la contribution qu'on peut faire. Chez émotionnel, il y a plein d'autres dimensions, mais sur le QI, en tout cas, l'IA est clairement, sur cette capacité de raisonnement, c'est clairement un terrain qu'elle maîtrise, quoi. OK. Ce qui pose la question, c'est pourquoi maintenant? Parce que l'IA, c'est une vieille dame qui a 70 ans et donc c'est pas nouveau. Il y a Mmh. les 3 choses qui viennent impacter et ce qui est important pour comprendre comment ça va se dérouler sur les métiers. Il y a 3 capacités qui changent l'IA. D'abord, sa capacité à voir ce qu'on voit. La deuxième, c'est sa capacité à raisonner comme un humain. Et la troisième, c'est sa capacité d'action, sa capacité à agir. Et donc, je voulais vous montrer un exemple très concret. Ici, c'est d'un malvoyant qui peut retrouver la vue grâce à l'IA qui lui décrit et qui lui permet d'interagir en quelques secondes. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now, the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. Ouais, donc elle lui décrit le paysage, les canards, tout ça, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut même prendre un taxi. Yes, I Voilà. spotted one just now. It's heading Voilà. your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Voilà, cet exemple-là, l'idée, c'est de vous montrer là, c'est qu'il peut même prendre un taxi parce que l'IA a détecté un taxi avec la lumière allumée et lui indique le moment où il faut qu'il lève la main pour le D'accord. prendre. Donc ça, l'enjeu de vous montrer ça, pourquoi ça? C'est parce que, premier message, c'est juste de vous dire que l'IA et comme la manière dont ça va transformer les métiers, c'est juste vous dire que c'est comme, je prends cet exemple, mais c'est comme une clé à molette. On peut fracturer un crâne ou serrer un boulon avec. Le sujet de l'IA, c'est que c'est un outil et on peut choisir ce qu'on. Donc, ça vous montre que justement, on peut faire avec l'IA des choses qu'on ne faisait pas avant. Et c'est ça qui est important, c'est que ce n'est pas juste un moyen de remplacer des choses qu'on fait déjà, c'est Mmh. aussi le moyen de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et ça, c'est très difficile de le capturer dans les sondages, dans les études prospectives, etc., parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc forcément, ça crée toujours des balances extrêmement anxiogènes sur ce que l'IA va impacter, parce qu'on ne sait pas ce qu'on pourra faire et qu'on ne faisait pas avant. Donc ça, c'est première chose importante à vous partager. La deuxième chose quand même que je voulais vous partager, c'est que la capacité de l'IA aujourd'hui de raisonnement triple tous les 6 mois. Ça veut dire que quand on prend la trajectoire, et notamment les derniers modèles d'IA, ça c'est, vous voyez, ce que vous voyez à droite, là, c'est l'équivalent du bac des IA. Ça s'appelle le ARC AGI. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois que vous avez discuté peut-être avec ChatGPT. Moi, je me souviens en novembre 2022, Mmh. cette première expérience, de dire waouh, moi la première fois, c'est pour ça que je me suis dit j'écris ce livre, est-ce que l'IA va me remplacer? Parce que c'était la question que je me suis posée en Mmh. discutant avec ChatGPT. Cette version de ChatGPT, elle avait grosso modo entre 2 et 3 sur 20 au bac. Donc bon, voilà, Ouais, d'accord. aujourd'hui, on a des IA qui arrivent à avoir l'équivalent de 17, 18 sur 20 au bac. Ouais, mention très bien, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que ça, c'est l'évolution de la capacité de raisonnement de l'IA. Donc, c'est quand Ouais, même mais une c'est dimension. mais ça, on l'a vu ces dernières années, je trouve ça assez fou. Enfin, je vois là, par exemple, on est en juillet déjà. Mmh. Enfin, rien que les 6 derniers mois passés, il y a encore eu énormément d'évolutions enfin, je trouve que c'est, assez vertigineux de voir à quel point ça va vite. On a beau essayer de choper le train, j'ai l'impression, c'est la sensation que j'ai un peu, on est tout le temps en retard. On peut jamais enfin, c'est difficile de rattraper le niveau à chaque fois. On en parlera un peu plus tard, mais moi, les RH, je suis comme toi, hein, je les côtoie, tous les jours Mmh. et j'ai l'impression qu'il y a un petit début de IA, fatigue dans la mesure où, il y a un peu cette injonction, il faut maîtriser, il faut là Ouais, c'est hyper difficile, je trouve. Ça vient quand même rajouter une espèce de pression sur je suis les épaules d'accord. des RH. Dans des quotidiens qui sont déjà bien chargés, ça se rajoute en C'est ça? plus. Et on se Ouais, dit: «Mais comment où est-ce que je trouve le temps de tester tout ce que je vois?» Alors, c'est ça. ce qui est compliqué en plus, c'est qu'il y a beaucoup de bruit sur ce marché, entre des choses qui marchent vraiment, des choses qui marchent pas. Mais tout ça fait beaucoup c'est un marché qui est bruyant, tout le monde en parle. L'idée, c'est de vous donner quelques clés d'anticipation pour voir comment l'intégrer, correctement. Et un des points sur lesquels je peux vous rassurer, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est pas, ce n'est plus d'avoir le meilleur modèle d'IA, l'IA la plus puissante. Le sujet, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait déjà avec ce qu'on a. C'est vraiment le sujet, hein. Je dis parce que
c'est pour moi le sujet 2026-2027, c'est quelles sont les vraies applications qu'on a de l'IA. Est-ce qu'on a monté le niveau de culture en IA pour que les vrais bons projets émergent? Et ça va être ça l'enjeu. Et c'est ce qui fait le lien pour moi avec la troisième capacité, la capacité d'agir. Aujourd'hui, avant, il fallait avoir des idées très précises de ce qu'on pouvait faire. Enfin, il fallait vraiment... c'est-à-dire que si vous n'utilisiez pas l'IA, elle ne faisait rien. Aujourd'hui, vous pouvez la mettre au travail vous pouvez la mettre au travail sans forcément avoir besoin de la prompter. Elle est capable elle a gagné en niveau d'autonomie. Pour vous donner un exemple ici, sur ce qu'on appelle maintenant l'IA agentique, on est passé de l'IA générative, qui est ChatGPT, où vous posez des questions, ça vous répond, à l'IA agentique, qui est la deuxième vague de l'IA. Ouais. Alors, les fameux agents, c'est ça? Les fameux agents, exactement. Voilà. Et après, je vous parlais de la troisième vague, parce que ça, c'est ce qui va arriver après. Alors, attends, d'abord, si tu veux bien nous resituer, parce que je pense que générative, bon, c'est plus ou moins acquis, vous nous direz, hein, dites-nous dans l'audience si c'est acquis pour vous et que c'est bien compris. Mais là, on est à un autre niveau, là, avec les agents IA, qui n'est pas forcément compris par tout le monde. Donc, si tu veux bien nous resituer un peu là où on en est. En fait, donc les agents IA, je prends un exemple ici. Vous donnez à une IA agentique versus une IA générative. Quand vous discutez avec une IA agentique, vous lui dites par exemple, voilà, tu vas embarquer le nouveau client qu'on a signé hier. Il y a peut-être plein d'actions quand vous signez un nouveau client. Il faut lui créer, il faut reprendre le contrat, vérifier les conditions qu'on s'est données, communiquer aux équipes, créer un espace en ligne pour le client, etc. Là, le système vous allez avoir un agent qui va prendre votre consigne, lire les contrats, vérifier ce qui était les engagements qui ont été pris par le commercial. Ensuite, il va passer une consigne à un deuxième agent qui, lui, va créer les comptes, se connecter comme s'il avait un ordinateur. Parce qu'en fait, on lui fournit un ordinateur et il peut cliquer dessus. Il prend le contrôle de nos outils. Alors, exactement, il prend le contrôle de vos outils. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les outils, ça fait partie des crises que les entreprises vivent, c'est que tous les outils ne sont pas conçus pour les agents IA. Ouais. Mais quand vous avez les bons outils, vous avez vraiment l'agent a les mains sur un clavier et il est capable de créer un compte, de prendre la main sur vos outils, sur votre CRM par exemple, pour gérer le suivi des clients, rentrer les informations, etc. Le troisième va créer des vidéos personnalisées pour votre client, pour lui expliquer comment, par exemple, démarrer avec votre solution. Et le quatrième va planifier des points d'étape avec votre client. Et les personnes clés en interne pour faire un suivi à J+3, J+14 par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est-à-dire que ce qui normalement aurait pris 4 heures, aujourd'hui, ce qui justement aurait pris même plusieurs semaines à faire et à exécuter, ça se fait en réalité en quelques minutes. Je parle d'outils comme Paperclip, Pattern ou ce genre d'outils. C'est des systèmes qui maintenant sont capables d'orchestrer des agents tout seuls. Ça, c'est la troisième, pour moi, grande évolution. Mais quand je vous décris ça, c'est là où on est l'IA aujourd'hui. Mon enjeu, il y a Romain qui résume. Tu vas me dire si c'est bien résumé. Il dit l'IA générative, elle répond suite à une sollicitation. L'agent IA, lui, génère des actions dans une autonomie encadrée. C'est exactement bien résumé. Oui, c'est très bien résumé. Bravo Romain. C'est exactement ça. Merci Romain. Et Nathalie, elle demande est-ce que les agents IA, ils sont fiables? Alors, non. Enfin, oui et non. Tout comme l'IA générative, non? Comme l'IA générative, générative. Comme l'IA générative, oui et non. C'est-à-dire que il y a plusieurs limites là-dessus. C'est bien sûr la qualité des outils et des systèmes que vous lui avez confiés. Si les données dans vos outils, par exemple, vous dites à un agent, produis-moi mes slides de synthèse pour mon comité exécutif, par exemple, ou pour mon comité exécutif, en partant de notre CRM, de nos données clients. Il va aller chercher dans votre CRM, voir les clients qui ont été signés, ceux qui sont partis, etc. Il va mettre tout ça dans un slide. Si vos données fondamentales ne sont pas bonnes, il va vous faire des slides qui sont faux. Donc il faut que la donnée de base soit pertinente déjà. Oui, exact. Il faut que la donnée de base soit pertinente. Il faut que la consigne donnée à l'agent soit bonne. Donc il faut en fait, la clé des agents, c'est de lui confier la bonne méthode de travail. Et aujourd'hui, la méthode, elle reste dans la majorité des entreprises, dans la tête des gens. Et l'enjeu pour que les entreprises, pour avoir des agents efficaces et fiables, il faut leur donner une méthode robuste. Et donc pour ça, il faut que les gens commencent à transférer leur méthode en processus bien écrit. Et c'est comme ça que quand vous confiez ça à un agent, il est capable d'exécuter comme vous l'auriez fait. Et c'est là où les agents commencent à devenir plus fiables. Charlène a demandé si agent IA, c'est la même chose que Codex. C'est différent, non? Codex, c'est pour le coding. Alors,
ce qui est fou, c'est que les outils de coding comme Codex ou Claude Code, etc., aujourd'hui, sont les premiers qui ont embarqué des agents, embarqué des agents que vous pouvez, à qui vous pouvez déléguer des choses. Par exemple, derrière Codex, vous avez des agents. Vous ne le voyez pas forcément, mais quand vous demandez de rédiger, par exemple, de vous créer un site Internet, il va y avoir un agent qui est spécialisé en design, qui va lui designer, qui va imaginer ça, un agent qui est spécialisé en sécurité, qui va vérifier que ce ne soit pas une password de sécurité, et le dernier qui va être bon dans un langage, qui va coder l'architecture. Donc, vous avez des agents sous-jacents qui sont embarqués et vous pouvez créer les vôtres. C'est très technique. Donc, ce n'est pas les premiers outils par lesquels commencer. En revanche, par exemple, des Claude, comme Claude Cowork, par exemple, c'est un outil qui est beaucoup plus simple d'accès que des Codex ou Claude Code. Claude Cowork, par exemple, c'est des outils simples dans lesquels vous pouvez commencer à intégrer des agents dedans et qui voilà, sans avoir besoin de technicité particulière. Ok, très clair. Ça, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Mon enjeu est encore une fois de vous donner quelques billes sur ce qui se passe après, parce que pour l'instant, l'IA, quand vous fermez votre ordinateur, entre guillemets, elle s'arrête. C'est-à-dire qu'elle reste dans votre espace numérique et digital. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on voit une nouvelle génération. Donc après l'IA générative, on a eu l'IA agentique, et maintenant, on voit arriver une nouvelle génération de cerveaux IA qu'on appelle les world models, les modèles du monde. Ces modèles, ces petits cerveaux d'IA ont la particularité d'avoir une meilleure conscience du monde physique qui nous entoure. Le sujet, c'est qu'est-ce que ça va débloquer? Ça débloque bien sûr les véhicules autonomes, c'est ce qu'on voit quand à San Francisco, vous voyez des véhicules autonomes rouler. C'est des premiers modèles qui commencent à être beaucoup plus qui ont conscience. Et en plus, tous ces véhicules ont capté énormément de données qui ont permis, vous voyez, en boucle de comprendre l'impact. Je monte sur un trottoir, voilà ce qui se passe, la gravité. Enfin, oui, c'est vraiment juste des modèles qui comprennent le monde physique dans lequel on tourne. Qu'est-ce que ça débloque? Ça va débloquer un sujet majeur, c'est celui des robots humanoïdes. Ce qui veut dire que 2027 sera l'année dans laquelle vous commencerez de plus en plus à voir l'IA sortir de vos écrans et rentrer dans notre monde physique. Ah oui, ça, c'est un point majeur. Alors, il y a une grosse étude qui a été faite par la Bank of America sur comment est-ce que ces robots vont rentrer dans notre société. La plus grande probabilité est que ça commence par rentrer dans nos vies personnelles avant d'entrer dans notre environnement professionnel. C'est pas, voilà, même si on sait que dans les usines, on a déjà des cobots ou des systèmes robotisés qui sont déjà en place depuis bien longtemps. Les robots humanoïdes très autonomes, très indépendants qu'on connaît aujourd'hui, les premières applications seront d'abord personnelles, avant de rentrer dans le monde du service, l'accueil, par exemple, et troisième vague, le monde industriel. Donc voilà un peu Donc ça, c'est un point majeur. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, on peut être fier pour le coup en France, c'est que le leader dans ce domaine est français. C'est Yann Lequin, qui était l'ancien patron de l'IA de Meta, qui est revenu en France pour créer son entreprise, qui est la pionnière dans ces fameuses nouvelles générations de modèles. Ok. Bon, pour une fois qu'on est précurseur. C'est important de le souligner, parce qu'on a toujours l'impression d'être en dépendance des Américains là-dessus. C'est vrai. On est plutôt en train de tirer. Je te pose une question, mais tellement naïve et qui va démontrer mon niveau de connaissance. Mais comme tu dis que ça va commencer par notre environnement personnel, ça se formalise comment concrètement? C'est mon aspirateur robot. Alors, je vais être très concret. Je vais vous montrer. Très concret, c'est que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous parler des limites ensuite. Ah ouais, alors on n'est pas sur l'aspirateur robot là. Non, on n'est pas sur l'aspirateur robot, on est sur Neo. Neo, c'est un robot que vous commandez pour $499 par mois. Vous le commandez en ligne. Il vous est livré dans une grosse boîte devant chez vous. Et voilà comment Neo fonctionne. Donc, il peut passer, il s'occupe de tâches ménagères, il peut nettoyer vos vitres, il peut sortir la vaisselle. Attends, ça existe? Ça, aujourd'hui, vous pouvez le commander. Vous allez taper Neo, c'est 1X. Et vous avez Neo Gamma qui est donc l'entreprise s'appelle 1X et vous allez et vous pouvez commander Neo qui vous est livré chez vous dans une boîte. Donc c'est drôle parce que c'est vraiment une grosse boîte. Vous ouvrez la boîte et il se déplie en sortant. Enfin, c'est assez bluffant. Voilà. C'est assez bluffant. Romain qui dit il y a déjà 20 millions de robots en Chine, 100 millions d'ici l'année prochaine. Ouais, mais moi je débarque. Moi je suis encore dans ma croyance que ça c'est à la télé quoi. Ça peut pas être dans. Non, et ça c'est pour ça que le sujet, c'est important parce que le sujet est réel. C'est-à-dire qu'on voit, tout le monde a vu des films de science-fiction, on voit ça. C'est plus du tout de la science-fiction. Et vous prenez l'exemple, je crois, en Chine, il existe quand même un phénomène
qui s'appellent les dark factories. Donc, c'est les entreprises, les usines dans le noir. Pourquoi dans le noir? Parce que quand vous avez que des robots dans une usine, il n'y a pas besoin de lumière. Donc, l'usine est complètement plongée dans le noir et elle tourne seulement avec des robots comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui, quand même, c'est un phénomène qui n'est pas neutre. En Asie, effectivement, ils sont assez en avance sur ces sujets, même si les États-Unis n'ont pas à rougir là-dessus. Pourquoi en Europe, on est un peu moins à la pointe, mais c'est un sujet qui va devenir réel. Alors aujourd'hui, les premières générations de robots, elles ne sont pas complètement autonomes. Donc, ne sautez pas sur votre carte de crédit pour vous acheter votre Neo Gamma. Vous serez sans doute déçu parce qu'il lui faut 25 minutes pour sortir votre vaisselle de votre lave-vaisselle. Au bout d'un moment, vous aurez envie de le faire à sa place. Mais ça, c'est en train d'arriver. Et justement, cette nouvelle génération, on a mis les modèles comme ceux dans ChatGPT, on les a mis dans ces robots. C'est pas fait pour ça, parce que ça n'a pas une conscience du monde physique, ça fait trop d'erreurs. D'accord. Par contre, la nouvelle génération d'IA, pour le coup, est vraiment conçue pour rendre ces robots beaucoup plus efficaces. Mais dis-moi, Paul, je te pose une question, vraiment, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais autant on voit bien effectivement le niveau très avancé dans certains pays, autant je me dis un pays comme la France ou en Europe, je me dis que les gens, ils sont demandeurs, ils ont envie d'avoir un robot comme ça chez eux. Et puis même en termes de porte-monnaie, 500 € par mois, c'est pas tout le monde qui a 500 € par mois. Même si ça me paraît pas non plus excessif, je trouve que c'est pas non plus. Quand tu prends une voiture en leasing ou quoi, ça peut être dans ces prix-là selon le modèle. Mais est-ce que les gens, ils sont prêts à ça? Je sais pas, ça me questionne énormément. Est-ce que les gens sont prêts à ça? La réponse courte, quand tu vois les sondages, c'est non. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'acceptabilité. Maintenant, la chose, c'est qu'on n'a pas encore une grande habitude d'interagir avec ces robots. Mais vous voyez, encore hier, j'étais à Charles de Gaulle. Quand vous êtes dans le lounge Air France, vous avez un robot qui vient desservir votre vaisselle. Et on s'en rend de moins en moins compte. Mais on commence à voir des premiers signaux et on ne s'en rend pas compte, mais l'IA rentre progressivement dans notre monde physique. Donc ça va changer, ça va bouger l'acceptabilité, forcément. Voilà, ça va être mécanique. On le voit effectivement en Asie, c'est déjà le cas, ça accélère. Voilà, c'est une question. Et après, par contre, c'est bien sûr une question personnelle de choix. Par contre, sur le coût des robots, le coût de ces robots, il a été divisé quasiment par 10 en 2 ans. Donc Moi, je m'attendais à ce que tu me sortes une somme inaccessible. Tu vois, C'est un budget, mais avant, c'était 200 000 $, tu vois, d'acheter un robot comme ça. Aujourd'hui, c'est 20 000 $ à l'achat ou 500 € en leasing. Et ça va une voiture, baisser. quoi. Voilà, donc ça veut dire que c'est exactement ça. Mais donc, ça va continuer à baisser. Donc, ça va être un vrai sujet. Et quand je vous dis ça, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs dans lesquels on a aussi des enjeux de pénurie. Je pense par exemple dans le métier du soin. Il y a plein de sujets sur lesquels ça peut être aussi un bout de réponse. Mais encore une fois, il y a l'enjeu de l'acceptabilité qui n'est pas évident aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire, ça c'est important parce que quand vous vous projetez dans un an, mon enjeu c'est de vous donner des repères là-dessus. Voilà à quoi on sera confronté. Voilà ce à quoi vos équipes aussi seront confrontées de plus en plus. Oui, mais c'est important parce que, regarde, il y a encore 1 an, 5 ans en arrière, quand on voit les projections qu'il y avait et qu'aujourd'hui on y est, je veux dire, rien que ChatGPT, moi je vois dans mon entourage, tout le monde l'utilise, et des gens de tout horizon, de métiers très différents. Donc ça ne me surprend pas tant que ça non plus. Mais Charlène a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que ça sera pas mal pour les personnes âgées et handicapées, par exemple. Et je pense que c'était ça aussi, peut-être la nuance entre l'Europe et d'autres pays. C'est que, et comme le souligne Romain, l'Europe, elle régule. On a quand même peut-être plus un tempérament de régulateur. On est quand même attaché à l'éthique. Donc, il y a peut-être plus de modération que dans d'autres pays où ça va très vite, où ils adoptent tout, tête baissée. Donc, mais ouais, super intéressant de voir les projections. Voilà. Donc ça vous donne cette projection. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on s'en empare et comment ça rentre dans les entreprises. Parce que si on veut arriver sur l'impact sur les métiers, il faut comprendre comment les entreprises s'en emparent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une stat qui est restée assez constante depuis l'arrivée de ChatGPT et des générations suivantes d'IA. C'est que 8 cas d'usage sur 10 d'IA dans les entreprises sont quand même réalisés par les salariés à l'insu de leur employeur. En gros, il y a à peu près une stat qui montre qu'il y a à peu près une personne sur deux qui n'ose pas dire qu'il utilise de l'IA ou qui ne préfère pas le dire, préfère le masquer. C'est ce qu'on appelle l'IA shadowing. Shadow AI, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est l'IA qui n'est pas visible par l'organisation, qui permet principalement à chacun de regagner un week-end, une soirée. Et ça veut dire que la première vague, et pourquoi je dis ça? Parce que quand vous imaginez comment s'en emparer, par où démarrer et comment s'y prendre, on sort d'une vague. La dernière grande vague qu'on a connue, c'était la digitalisation.
Mais la digitalisation, elle venait ça venait de haut en bas dans l'organisation. Personne ne rêvait de mettre SAP, de mettre un gros ERP, un gros outil qui permette de gérer tous ces processus internes. Aucun salarié ne rêvait de ça. C'est venu pour permettre à l'entreprise de grandir, de formaliser ses processus, etc. Ah oui, tandis que Là, à là, c'est l'inverse, l'inverse. Ouais. là, ça vient du terrain. Là, ça monte par le terrain. Donc, on ne peut pas appliquer Mhm. les mêmes règles qu'on a vécues dans la digitalisation en disant parlons de nos cas d'usage, mettons ça en place, comme on l'a fait avec la digitalisation, en disant qu'est-ce qu'on digitalise. L'IA peut pas, elle rentre par le terrain. Donc, elle est déjà pas, elle rentre pas dans le même sens. Nous, on voit qu'elle rentre par 3 vagues. D'abord, les salariés. Donc, le premier gain, c'est d'abord les salariés qui gagnent en moyenne 30 minutes par jour. C'est après la moyenne qui a été constatée là-dessus, 30 minutes par jour par salarié. Mais ce temps-là, ce n'est pas de la productivité qui revient forcément à l'entreprise. C'est d'abord chacun, encore une fois, une soirée, un week-end. La deuxième vague, c'est quand là, l'entreprise s'en empare, elle regarde ses processus et elle identifie où est-ce qu'elle va commencer à mettre de l'IA. Vous savez que vous êtes dans la vague 2 quand vous entendez parler en interne de cas d'usage. Quels sont nos cas d'usage? Inventorions nos cas d'usage. Quels sont les bons, les mauvais? Ça, vous êtes dans la vague 2. Et là, pour le coup, ça commence à changer un peu la donne parce que l'entreprise se met à transformer des choses, des bouts de processus avec l'IA. Troisième vague, et c'est là où je trouve que c'est la partie la moins connue, c'est les salariés, l'entreprise et ses clients. C'est quand l'IA vous permet de commencer à créer de nouveaux produits, de nouveaux services pour vos clients. Je prends un exemple, l'exemple d'Airbus, qui est pas mal d'articles sur le sujet partagés publiquement. C'est l'exemple d'Airbus qui a créé quand même qui a des sources de revenus qui sont de plus en plus importantes, issues de petits services d'IA vendus, loués aux compagnies aériennes, de l'IA embarquée pour optimiser la consommation de carburant, voilà, plein de choses comme ça. Donc ça veut dire que dans cet exemple-là, pourtant, ce n'est pas leur cœur de métier, ils construisent des avions. Mais l'IA peut aussi imaginer de nouveaux services auxquels on ne pensait pas avant, qui créent du revenu supplémentaire. Pas seulement de venir réduire la quantité de travail déléguée aux hommes, mais aussi créer plus d'opportunités pour que l'entreprise se développe. Ça, c'est un point important. Il y a Soraya qui demande que vont devenir les métiers manuels, mais on va y venir, justement, tu vas en parler après. Oui, exactement. Donc, faut un petit peu de patience, Soraya, ça arrive. Et Karine, Karine demande comment l'Europe régule. L'application de l'IA Act a été retardée vraisemblablement. Je ne sais pas si tu as prévu d'aborder ce sujet ou pas. La question alors, comment l'Europe s'y prend là, je peux peut-être avoir une vision un peu clivante là-dessus, mais je pense qu'on s'y prend complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'avant de comprendre quoi que ce soit, et c'est très bien, on régule, on fait des choses. Le problème, c'est que ça a créé, moi je l'ai vécu de l'autre côté, ça a créé une espèce de latence où les entreprises ne savent pas trop si elles prennent un risque, si elles ne prennent pas de risque. Personne ne comprend bien la manière dont les niveaux de risque ont été structurés. Par exemple, l'IA dans le recrutement et dans les catégories à haut risque. Donc, dans la fonction RH, là où le recrutement, dans plein de pays, on s'est dit, tiens, l'IA peut faire. Il y a quand même plein de tâches, quand on le sait, dans le recrutement, dans lesquelles il y a des tâches extrêmement répétitives. Quand on passe quelques secondes sur un CV avec le même pattern, c'est des choses sur lesquelles l'IA peut le faire de manière un peu répétitive. Et moi, je pense qu'on devrait laisser plus d'autonomie aux entreprises pour trouver des bonnes solutions. Je pense qu'en régulant et en contraignant trop les entreprises, on fait des choses qui sont un peu ubuesques. Mais ça, c'est ma vision. Donc, je pense qu'on a juste perdu pris un train de retard à cause de ça. Parce que aujourd'hui, personne ne sait bien comment se déroule les AI Act. Et même les juristes, j'ai vu ça dans pas mal d'entreprises, qui se disent, bon, on ne sait pas trop, donc prenons un avocat qui va nous tamponner le truc. J'ai vu autant de visions et d'interprétations que d'entreprises. Donc, je trouve que ça ralentit pas mal les choses. À la fin, il faut du bon sens. Est-ce que je laisse tout un processus de recrutement à l'IA? Non, parce que vous allez faire fuir les meilleurs candidats en faisant ça, qui ont envie de comprendre en discutant avec un recruteur, d'avoir un peu le sens de à quoi ça va ressembler de l'autre côté. Donc forcément, je n'ai pas envie d'avoir un entretien qu'avec une IA. En revanche, est-ce que faire un pré-tri de CV, mais éclairé avec des garde-fous, etc., est-ce que c'est utile? Oui, parce que ça me permettrait d'aller plus loin que les 20 premiers de la pile et peut-être de trouver les bons derrière. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça où je pense qu'il faut laisser l'entreprise du bon sens, de tester et d'ajuster. Voilà. Je pense que ça va être l'enjeu. Maintenant, face à l'IA, il y a deux modèles, et ça c'est important, parce que je pense dans vos organisations de vous poser la question dans quel cas vous vous situez. Il y a deux modèles qu'on a vus. Il y a les entreprises qui ont ce qu'on appelait les AI natives, donc c'est des entreprises qui sont nées avec l'IA. C'est-à-dire qu'on voit des entreprises comme Xfield, comme Lovable, ou comme des entreprises qui sont nées à l'ère de l'IA, et donc elles ont vécu des trajectoires et des croissances, et surtout un niveau de chiffre d'affaires par salarié
extrêmement élevés. Ils sont à 3-4 millions de chiffre d'affaires par salarié. Donc, il y a un niveau de productivité qui est assez énorme, mais parce qu'elles n'avaient pas d'historique. Elles pouvaient tout se construire. Elles pouvaient acheter des outils qui étaient conçus pour l'IA. Elles n'avaient pas besoin elles n'avaient pas besoin de se transformer. Versus les entreprises qu'on appelle les humains augmentés, qui a la deuxième vision, qui est de se dire finalement l'IA est plutôt comme un exosquelette des salariés, comme on l'a vécu dans la logistique. On a mis des exosquelettes pour éviter de briser le dos des salariés en logistique. C'est un peu le même principe, c'est que l'IA vient augmenter chaque salarié. On a vu ces deux modèles d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui diffère de l'un à l'autre. Je vais vous montrer donc, un exemple notamment de ces entreprises, ces fameuses AI native compagnies qui ont un exemple, c'est elles intègrent l'IA dans l'organigramme, pas seulement comme étant un outil, elles construisent un vrai organigramme commercial, marketing, support, etc., où elles intègrent l'IA dans l'organigramme, elles déterminent quel est le rôle, elles font des vraies fiches de poste, ce qui permet d'activer une chose, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas le réflexe de déléguer à un cas d'usage. Par contre, on a le réflexe de déléguer à quelqu'un. Et donc, quand on donne à une IA une identité, sans lui donner une identité humaine, mais en lui donnant le nom d'un poste, en lui donnant des fonctions, une fonction particulière, ça permet de plus facilement penser à lui déléguer quelque chose. Je prends un exemple. Un commercial qui termine, par exemple, j'ai une entreprise un peu hors norme avec laquelle j'ai discuté qui s'appelle Eleven Labs. C'est une entreprise anglaise. J'ai en l'occurrence un bon ami qui était le 12e salarié de l'entreprise. À 12, il faisait à peu près 100 millions par an de chiffre d'affaires et ils ont atteint ça en moins d'un an. Et je lui dis, mais comment ça se passe dans une entreprise comme ça? Qu'est-ce qui fait que c'est à ce point-là hors norme? Et il me disait, tu vois, moi je suis commercial, je n'ai jamais ouvert mon CRM pour rentrer une information. J'enchaîne des appels avec des prospects, je dois les convaincre, les comprendre leur projet, les convaincre d'utiliser notre solution. Mais dès que je raccroche, j'avais un petit agent qui écoutait notre appel et qui remplit notre CRM, qui fait bouger l'opportunité d'étape en étape, qui rédige mes comptes rendus, qui prépare et envoie mes mails. Et moi, je me concentre sur une chose, c'est comment je comprends mieux mon prospect et on lui amène le plus de valeur possible. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Lui, son réflexe, c'est de déléguer à son agent, qui est un assistant commercial, qui lui réalise ses tâches autour du cœur de son métier. Voilà un premier exemple là-dessus. Maintenant, le sujet, pour vous identifier les quatre, il y a 4 grands piliers, si vous voulez vraiment adopter au maximum l'IA, c'est bien sûr d'avoir le bon modèle, mais ça, jusqu'à présent, je dirais, est-ce qu'il faut ChatGPT, est-ce qu'il faut Claude, c'était 90% du succès. Aujourd'hui, c'est 2% du succès. Le vrai succès de comment ça va se transformer dans vos métiers, c'est les compétences que vous mettez. Donc, pourquoi je parle de compétences? Parce que maintenant, l'IA, elle fonctionne avec des compétences. Donc, vous lui rédigez une compétence, c'est une fiche A4 d'instructions qui lui explique, par exemple, comment parler avec le ton de votre marque, comment rédiger des mails comme vous, comment, par exemple, quelle est votre méthode pour trouver un nouveau client, quelle est votre méthode pour rédiger une fiche de poste. Tout ça, c'est votre méthode, votre manière de travailler, c'est ce qu'ils appellent des compétences. Et toutes les IA maintenant, vous pouvez leur confier des compétences et c'est là où l'IA commence à devenir beaucoup plus efficace. Ensuite, vous commencez à dessiner vos agents. Donc, comment on regroupe ces compétences dans des rôles, comme on le fait finalement dans la fonction RH quand on fait nos fameux référentiels de compétences. Et enfin, on met la bonne gouvernance en place. Et donc, sur ces 4 piliers, ça vous permet, fonction par fonction, de vous dire comment on se situe sur ces 4 niveaux et où est-ce qu'on en est. C'est comme ça que vous allez voir comment vos métiers vont se transformer. Et donc, ce qui est important, parce que, encore une fois, mon enjeu, c'est de vous donner des repères pour qu'ensuite, on va pouvoir toucher du doigt comment les métiers vont se transformer. La partie métier. Exactement. Ce qui est important, c'est de vous dire par quelle crise vous allez passer et pourquoi est-ce que dans certains cas, vous avez un écart entre les statistiques que vous voyez entre l'IA va remplacer 70% de ce métier-là, et ce que vous vivez en interne, qui parfois est très loin de ça. Vous dites, bon, oui, il y a quand même beaucoup plus de nuances. C'est pas aussi... Parce que vos entreprises vont se confronter statistiquement, on voit 5 crises auxquelles les entreprises se confrontent. Et en fonction de ça, ça vous bloque dans votre capacité de vous transformer. Et donc, c'est ce qui explique ce delta entre les stats que vous voyez et ce que vous vivez parfois. On a vécu d'abord le blocage de l'IA. Deuxième étape, on a vécu le moment où les entreprises ont dit, donc ça a fait exploser justement ce shadow AI où chacun prenait ChatGPT et mettait toutes les données de son entreprise dedans. On a dit, OK, on va équiper tout le monde de ChatGPT, de Claude, Gemini, Copilot, etc. Sauf qu'il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de projet d'entreprise, à part limiter un risque.
Là, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans le moment où ça transforme absolument aucun métier. Par contre, chacun peut l'utiliser comme un assistant pour regagner un peu de temps. Donc, ça a été plutôt du confort dans son travail quotidien. Troisième crise, c'est le cas d'usage, la crise des cas d'usage. Chacun, ensuite, les entreprises ont dit non, mais attendez, il nous faut un ROI sérieux sur l'utilisation de l'IA. On va transformer notre manière de bosser, cherchons nos cas d'usage. Et là, c'est là où le risque, c'est que personne n'a le réflexe de déléguer au cas d'usage. Donc ça fait un peu plus, ça fait un peu plus vite, le truc, ça ne prend pas. Et la deuxième crise que les entreprises voient, c'est que le niveau de culture en IA n'est pas encore suffisamment élevé. Donc la première génération de cas d'usage, c'est quasi toujours la mauvaise. Et donc il faut vite échouer et vite repartir sur les vrais bons projets. Donc ça, c'est vraiment la crise qu'on a observée. Ensuite, on passe à la crise des agents, où là, on s'est dit, très bien, construisons notre organigramme d'agents. Et c'est là où on se dit, tiens, ça va commencer à transformer vraiment le métier des gens. Le problème, c'est que les agents n'utilisent pas vos outils quotidiens. Et donc, tant que vos outils sont fermés et vos données pas propres, vos agents, c'est juste un chat GPT lent. Ça, c'est assez frustrant. Donc, c'est important parce que tant que vous n'êtes pas là, les métiers dans votre entreprise ne vont pas se transformer profondément. Donc, c'est vraiment ces crises-là qu'on voit. Et enfin, la dernière étape, c'est là où les métiers se transforment, où les entreprises commencent à capter les gains de productivité, c'est quand elles commencent à réécrire les fiches de poste. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on voit vraiment que les métiers se transforment. Sinon, on voit des stats énormes, on voit des entreprises qui se créent avec l'IA avec des niveaux de productivité très élevés, mais ce que vous vivez est complètement déconnecté et décorrélé de ça. Et c'est ça la question. La question à 1000 milliards de dollars, c'est quels jobs vont disparaître et quelles compétences développer. Et donc là, peut-être qu'à ce stade, vous posez la question de peut-être soit excité, soit inquiet, peut-être même sceptique sur ce que je veux dire. Tout à l'heure, Romain disait dans le chat, c'est fascinant et terrifiant. Je crois que ça traduit un peu la dualité. Dites-nous dans le chat, vous-même, comment vous vivez cette transition. Et bon, vous allez voir que c'est moins alarmant que ce qu'on imagine en termes de remplacement des métiers, de disparition des métiers. Enfin, je crois que c'est la peur à laquelle on est tous confrontés. C'est est-ce que mon métier va disparaître, je vais être remplacé par l'IA. Comment vous vous sentez face à ça? Bon, moi, perso, je sais pas. Je pense que soit je suis dans un déni, soit soit je réalise pas totalement. Parce que moi, je fais de la rédaction en plus. Je suis impactée fois 1000 par l'IA. Mais je pense que c'est un peu la conclusion pour tous les métiers. C'est que je pense que dès lors qu'on a conscience de ça et qu'on arrive à identifier ce sur quoi on a une plus-value, justement, dans nos métiers, il faut embrasser l'IA et il faut se saisir des points sur lesquels on ne pourra pas être remplacé. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je le conçois et que c'est comme ça que j'arrive à sauver mon chiffre d'affaires 2026. Non, mais c'est pour ça. Enfin, ce qui est intéressant, et je pense que ça fait le bon lien avec ça, c'est qu'en essayant de répondre à cette question, quels jobs vont disparaître et quelles compétences développer, parce que c'est la question que tout le monde se pose, et personnellement, et pour nos enfants, et pour notre entreprise, etc., et pour nos équipes, je me suis dit finalement, j'ai pas de boule de cristal, et donc je me suis dit, je vais regarder les rapports de prospective, quels sont les rapports de prospective qui ont été les meilleurs pour prédire ce qui allait se passer. Donc j'ai pris les rapports de prospective des 80 dernières années. Et la première chose que j'ai observée, c'est qu'on a 60% des emplois qui étaient donc, j'ai pris les photos en 2018 à l'époque, qui n'existaient pas, grosso modo 80 ans en arrière. Ils n'existaient pas. Et je ne vous parle pas du marketing des métiers, de changer un peu le libellé, etc. Vraiment le cœur du métier. Et donc je me suis dit, c'est fou ça. Il y a eu plein de choses qui ont émergé, avec plein d'industries qui se sont créées, qui se sont développées. Mais combien d'entre eux avaient été prédits? La réalité, c'est qu'on a été historiquement bon pour identifier ce qui allait disparaître, très mauvais pour identifier ce qui allait se créer. Ce qui fait toujours justement cette espèce de balance anxiogène. On a l'impression qu'on voit facilement ce qui va disparaître, mais si vous faites l'exercice d'imaginer une dizaine de métiers qui, dans votre tête, sont impactés par l'IA. Avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent, je suis sûr qu'il y a des noms de métiers qui vous viennent en tête. Si à l'inverse, je vous dis, est-ce que vous pouvez citer 10 métiers qui ont été créés par l'IA? Vous allez me dire, éthicien, tout le monde a posé cette question à l'IA, à ChatGPT ou à Claude avant. Généralement, tout le monde s'est posé cette question. Et vous voyez prompt engineer, vous voyez éthicien de l'IA, enfin, des choses, ok, c'est des métiers qui soit sont créés et disparus, soit ce n'est pas vraiment des métiers à part entière, soit c'est des métiers vraiment de niche. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a toujours un peu cette impression. La réalité, c'est que
on ne sait pas tout ce que l'IA va créer, elle va nous permettre de créer en plus. Et c'est pour ça que je reviens à l'exemple que je vous montrais au démarrage sur le non-voyant qui retrouvait la capacité d'interagir avec notre monde grâce à l'IA. On n'aurait pas pu l'imaginer sans ça. Et ça peut libérer plein de nouvelles choses auxquelles on ne pensait pas avant. Donc, on ne sait pas, mais moi, c'est pour ça que j'ai vraiment, en ayant décortiqué 80 années de rapports de prospective, je suis extrêmement optimiste sur ce que ça va créer. Je voulais vous partager 2 choses contre-intuitives, mais qui m'ont un peu surpris et auxquelles on ne pensait pas. Première chose, c'est qu'il y a des métiers qui accélèrent. Par exemple, je prends l'exemple, c'est marrant, parce que tu vois, les métiers de la rédaction. On s'était dit, l'IA, elle va simplifier vachement de choses dans la rédaction, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte, par exemple, que tu vois, je prends les métiers de journaliste. On s'est dit, tiens, le métier de journaliste, c'était déjà un métier qui était un peu difficile, un peu bouché avant, etc. On s'est rendu compte que l'IA, elle a besoin de contenu de bonne qualité, des sources vérifiées pour pouvoir se nourrir. Par exemple, il y a des médias aujourd'hui dont la source de revenus principale n'est plus la lecture de leurs articles par des humains, mais par l'IA, parce qu'ils vendent et ils louent l'accès à leurs articles à des créateurs d'IA. Et donc, on a besoin de rédacteurs encore plus sur certains. Mais par contre, on a besoin dans chacun de ces métiers des gens qui vont exceller dans ces domaines. Et c'est là, et tu vois, ça c'est un deuxième exemple que je ne pensais pas. C'est celui de Alex Karp, qui est le CEO de Palantir, qui partageait un truc que je trouve intéressant en disant il y a 2 profils qui auront un avenir à l'ère de l'IA, c'est ceux qui sont passionnés et les neurodivergents. Alors pourquoi? Alors, deux choses. Quand tu cumules les deux, c'est cadeau. Là, c'est canon. Pourquoi ça? Parce que, par exemple, quand vous êtes passionné par ce que vous faites, c'est pour ça que là, on parle beaucoup de compétences. Et je trouve que c'est hyper important de le relier à la motivation. Si les gens ne sont pas motivés pour réaliser cette tâche, pour réaliser ce métier, on passe cette espèce de flamme, ils ne feront pas les 10% de chemin restant. Vous voyez, c'est comme le dernier kilomètre. C'est exactement là où votre métier sera protégé, quoi qu'il arrive. C'est quand vous êtes à ce moment toujours en train d'essayer d'exceller, d'être un meilleur, et vous le faites que quand vous êtes passionné. Si c'est juste un truc alimentaire, ça va vite passer. Donc la passion et la motivation, je pense que ça va devenir un peu un sujet central. Et le deuxième sujet des neurodivergents, parce que l'IA, finalement, elle gomme les frictions qui étaient présentes de mise en forme, quand on avait un dyslexique qui devait rédiger un mail, c'était compliqué, c'était long, etc. Aujourd'hui, l'IA, elle gomme tout ça. Donc, par contre, votre chemin de pensée qui est non linéaire, il devient super intéressant parce que ça vous fait imaginer d'autres choses, d'autres manières d'utiliser l'IA. Oui, avec la pensée en arborescence. Ça, c'est un point important. Et tout ça, c'est contre-intuitif. On ne l'aurait pas imaginé il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'était un super avantage. Et sauf que ça, donc c'est pour ça de vous dire, on ne peut pas imaginer tout ce que l'IA va créer comme opportunité, mais il faut qu'on continue à tester, à éprouver, à regarder des choses, soit pas de manière naïve, et pour faire émerger ce qui va être positif. Par contre, en tant que professionnel de la fonction RH, ce qu'on peut vous donner, c'est 8 questions pour vous demander est-ce qu'une tâche est automatisable. Donc, on a compilé des millions d'offres d'emploi, et on a analysé la trajectoire, l'impact de l'IA sur l'évolution des tâches demandées, etc. Et il y a 8 questions clés qu'on peut se poser, qui ne sont pas à prendre individuellement, qui sont bien à prendre de manière cumulée. 1, quel est le degré de complexité de la tâche? 2, quel est le niveau d'expertise nécessaire? 3, quel est l'impact de la réglementation? 4, c'est est-ce que la créativité et la stratégie sont nécessaires à la réalisation de cette tâche? 5, c'est quelle est l'intensité de l'interaction humaine? 6, c'est quelle est la quantité de données manipulées? Sous-entendu, l'humain reste quand même très bon pour prendre des décisions avec peu de données. 7, quel est le risque associé à une mauvaise réalisation de cette tâche? Qui prend la décision? Je prends l'exemple des contrôleurs aériens, par exemple. 8, cette tâche comporte-t-elle une dimension physique? Là, vous allez me dire, oui, mais les robots pourront faire la dimension physique. La réalité, c'est que un des métiers qui avait été élu avec le plus faible risque d'automatisation, c'était le métier de carreleur. Parce qu'il fallait à la fois de la créativité, être minutieux. Si vous cassez le carrelage d'une salle de bain, ça va vite devenir très compliqué pour votre client. Et en même temps, vous devez interagir avec un humain et en équipe. Tout ça, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important de prendre ça pas comme des faisceaux individuels, mais comme une accumulation d'éléments qui protègent une tâche. Voilà. Donc ça, ces 8 éléments, vous pouvez les prendre et passer au crible quand vous avez des job desks pour vous dire, OK, est-ce qu'on est vraiment sur les bons sujets? Est-ce qu'on n'est pas en train de recruter sur des tâches qui seront automatisées dans 6 mois? Maintenant, sur la fonction RH, si on revient à votre métier, on voit 3 grandes vagues par lesquelles l'IA vient impacter la fonction RH. Et là où elle amène le plus de valeur, c'est bien sûr, si on prend donc les grands domaines, les 8 grands process de la fonction RH. D'abord, on a la partie admin RH et centre de services partagés.
Ensuite, on a généralement une deuxième génération qui est la partie recrutement, sourcing, formation, développement, performance et carrière, et la partie stratégie RH et planning, le fameux GEPP. Il y a pas mal de valeurs là-dessus. Ça, on s'en rend compte parce que c'est parmi les sujets qu'on a le plus abordé sur Culture RH avec l'angle IA. Donc, c'est assez révélateur. Forcément. Donc, ça confirme ça. Donc, ça vient amplifier effectivement avec ces webinaires ce phénomène. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième vague. Et la troisième, qui est aujourd'hui, sur laquelle il y a encore un impact qui n'est pas encore totalement au même niveau, c'est la partie comp and ben, engagement et relations sociales. Donc, voilà les trois vagues par lesquelles l'IA rentre là-dedans. Donc, ça veut dire qu'en termes de carrière, aujourd'hui, vaut mieux aller vers le comp and ben et... ou se dire je vais dans un des domaines dans le recrutement, mais par contre, je vais imaginer comment on va le faire de manière différente. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire que je n'avais pas le temps de faire? Revenir à la... Voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer, là-dessus, mais ça implique vraiment de changer de prisme. Oui, on peut poser la question, d'ailleurs, à l'audience. Oui. On a prévu un sondage. Vous-même, demain, est-ce que vous recommanderiez à votre entourage de se former à votre métier? Je te laisse expliquer pourquoi cette question. Pourquoi cette question? C'est intéressant parce que on parle de transfo. Maintenant, si on se projette et vous pensez à vos enfants, à vos proches, à vos cousins, nièces, neveux, en disant est-ce que vous leur recommanderiez de se former pour votre métier? Alors, je vous laisse cette réponse pour pas vous biaiser. Alors, je vois pas les résultats, donc ce sera du live. Écoute, je laisse voter, parce que pour l'instant, il n'y a que 20% de l'audience qui a voté, donc je te laisse. Je ne biaise pas les résultats là-dessus. Pour donner, alors, ce qui est intéressant, c'est que, ce qui m'a fait marrer, j'ai fait l'exercice dans plein de situations différentes, à main levée, sondage anonyme, etc. Ce qui est marrant, c'est que quand les gens sont anonymes, la majorité des gens répondent non. Je ne recommanderais pas à un de mes proches de se former à mon métier. Là, c'est anonyme. Alors que quand je le fais à main levée, la majorité des gens, ou à peu près la moitié, disent oui, si, je recommanderais. Donc c'est marrant. Okay. Aussi, ce biais, il est intéressant aussi là-dessus. En fait, le sujet majeur, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que quand on se pose cette question, ça montre que la question n'est plus de l'IA, c'est plus un sujet technologique. C'est plus le sujet de l'IT. C'est absolument le sujet du DRH. Parce que le vrai sujet derrière, c'est l'homme. C'est comment, en tant qu'humain et de société, on s'en empare. Qu'est-ce qu'on garde absolument humain et pourquoi? Et donc, la clé là-dedans, pourquoi vous posez cette question, c'est que finalement, le premier domino, quand vous raisonnez impact sur vos métiers et comment s'y prendre et par où démarrer, c'est pas de se dire où est-ce que l'IA a le plus d'impact. Ça, c'est assez facile à identifier. C'est de se dire quel est le niveau, où est-ce que les gens ont, quelles sont les tâches que les gens ont le plus envie de déléguer ou d'automatiser. Donc, tu veux que je te partage le résultat du sondage? Volontiers. Alors, ça va, je pense, te surprendre. Bon, après, on a un peu moins de la moitié de l'audience qui a voté. Donc, est-ce que c'est assez représentatif? Mais on a 63% qui ont dit oui. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est pas mal. En plus, c'est le professionnel RH. C'est marrant parce que c'est vrai que quand je vous réponds à ça, c'est des stats cross-métier. Donc, peut-être que les RH, parce qu'Instagram, faut porter un métier qui a plus de sens, peut-être que dans. Le RH a quand même une mission. Enfin, tu vois, il y a un gros impact sur l'humain chez le RH qui fait que moi, je me dis que bien que, on l'a vu juste avant, que l'IA impacte le métier, pour moi, c'est un métier qui garde tout son sens dans l'entreprise. Bien que certaines entreprises ont supprimé les RH de l'autre côté de l'Atlantique. Mais en tout cas, intéressant, tu vois, de voir la tendance. Oui, mais plus de 60% qui recommandent leur métier. Ah bah bravo, c'est chouette parce que justement, je trouve qu'il faut, en plus, moi, ce qui me plaît toujours quand les gens me disent non, c'est qu'en fait, je trouve qu'il faut qu'on ait un discours qui soit plus positif sur le travail en soi, parce qu'il faut que les gens aient envie, il faut que ce soit chouette, il faut que les gens aient envie de se projeter, donc plus on véhicule de choses positives là-dessus, mieux c'est, sans être naïf pour autant. Et donc c'est pour ça que la question fondamentale qu'il faut vous poser, et quand vous-même vous avez fait cet exercice un peu d'introspection, je vous donne juste ça, c'est un outil qu'on a observé qui vraiment fonctionne bien pour quand vous le posez métier par métier, pour se poser la question de ce que vous souhaitez déléguer ou pas. Vous prenez cette petite matrice, et là j'ai fait l'exemple sur un métier qui est fonction commerciale, enfin le métier de commercial. Vous mettez dedans les tâches, chaque point est une tâche, et vous regardez par désir d'automatisation, est-ce que le salarié a envie de déléguer cette tâche, versus la capacité technique de l'IA.
Et ce que vous voyez, c'est qu'en haut à droite, ce qui est vert, ça veut dire que c'est feu vert, on y va, les gens n'ont plus envie de le faire, ils regagneront du plaisir dans leur job s'ils ne le font pas, et l'IA est tout à fait capable. En rouge, l'IA est tout à fait capable, mais les gens adorent faire ça. Donc, c'est vraiment ennuyeux. Là, ça permet d'avoir les vraies discussions et de se dire, est-ce qu'on garde humain? Et pourquoi? Est-ce que c'est un atout pour nous? Est-ce qu'on peut le mettre en avant? Est-ce que c'est un moyen de garder justement l'engagement plus élevé? Et c'est ça l'enjeu. Donc, je dis ça, c'est un outil très simple, mais plutôt que de raisonner juste, est-ce que l'IA peut le faire? Raisonner aussi, est-ce qu'on va embarquer les gens en le faisant? Je te mets juste un petit coup de pression, Paul. Il te reste moins de 10 minutes. Tout à fait. Je vais aller un peu vite là-dessus. Je vais vous donner deux choses. Je vais aller un peu vite là-dessus. Un conseil personnel pour parler de ça, il y a un risque majeur quand vous utilisez l'IA et quand vous allez jusqu'au bout du cycle, vous voyez, des agents et de ce qui se passe après. C'est que, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce phénomène de brain fry, c'est-à-dire le moment où votre cerveau surchauffe. Statistiquement, il arrive à 18h ce moment dans votre journée. Voire plus tôt. Enfin, moi, personnellement, ça arrive plus tôt. Et peut-être que ça veut dire que tu utilises pas mal l'IA, parce que justement, ce qu'on voit, c'est que quand vous commencez à utiliser beaucoup l'IA, le fameux brain fry, le moment de surchauffe du cerveau, arrive statistiquement à 11h du matin. Ça veut dire que le matin, vous avez eu l'impression d'avoir énormément, mais alors tout le reste de la journée, vous allez ramer, et là c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une méthode toute simple de préchauffage de votre cerveau, comme des squats, avant de démarrer, avant de porter un colis. C'est le même principe, c'est que vous commencez par du stylo papier pendant 10 minutes avant d'utiliser l'IA dans votre journée. Ne commencez pas à froid, à utiliser à fond l'IA pour bosser. Vous commencez stylo papier de 10 minutes. Ensuite, vous faites une fenêtre de 25 minutes avec de l'IA. Et là, vous vous assurez de surtout pas céder au fait de lancer une tâche, une deuxième, une troisième, et de revenir sur la première, puis la deuxième, puis la troisième. Ce changement de contexte, c'est exactement ce qui fait surchauffer votre cerveau. Et quand vous êtes à froid, ça ne marche pas. Ensuite, vous faites une micro-tâche manuelle très simple, qui aurait pu être déléguée à de l'IA, mais vous le faites vous. Et ensuite, là, vous êtes prêt, et là, vous pouvez être concentré, utiliser l'IA à fond, votre cerveau est prêt. Donc, cette petite routine-là, elle vous prend une demi-heure avant de démarrer, mais par contre, ça vous permet d'éviter ce brain fry à 11h du matin. Donc, je vous le dis, pour ceux qui, peut-être certains ont expérimenté, moi, je l'ai vécu, franchement, de me dire, il y a des moments, j'ai l'impression d'être super productif, mais le reste de la journée, je ramais, et j'avais vraiment le cerveau en surchauffe. Donc, ça, c'est un point important pour vous, ou quand vous êtes manager, pour vos équipes, faites attention à cette routine-là, pour ne pas y aller à fond. Dernière chose que je voulais vous partager là-dessus, c'est finalement la question clé là-dessus, c'est à quoi ressembleront les équipes dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, il y a une école qui s'appelle l'école Alpha à Austin, qui était l'école pilote pour les États-Unis donc ça, il y a 2 ans de recul de données sur leurs tests, et qui ont pris des enfants de niveaux d'éducation très différents et qui ont fait un modèle éducatif dans lequel les enfants apprennent pendant quelques heures le matin seulement avec l'IA, avec un système qui s'appelle Synthesis. Et l'après-midi, ils développent 24, ça s'appelait life skills, ou human skills en fonction des trucs, mais ils ont appelé ça des compétences humaines. Ils ont un modèle de 24 compétences qui, pour le coup, ne se développent que par l'interaction humaine, des travails d'équipe, des mises en situation, etc. Et je voulais vous montrer un exemple, en quelques secondes, à quoi ça ressemble quand je suis enfant et que j'apprends avec Synthesis. Theo, am I saying it right? And how about my spelling? Amazing. Excellent. Theo, we are going to learn math like you've never learned it before. No textbooks, no worksheets, no homework. What do you say? I hate homework, so yeah, I'm going to love this. Welcome back, Sam. You're on fire with that 3-day... Voilà. Dans cet exemple-là, je ne vous montre pas tout dans le temps imparti, mais dans cet exemple, ça vous permet de dire finalement, et alors cette école, à la fin des 2 premières années, ces élèves ont été évalués sur les mêmes échelles que sur mêmes tests que les autres élèves nationaux. Ils étaient tous dans les 1% nationaux. Ça veut dire que même sur les mêmes échelles sur lesquelles on évalue les jeunes aujourd'hui, cette approche-là, elle permettait d'accélérer le développement. Et alors, on peut se dire, il n'y a pas de profs. Mais au contraire, à l'inverse, il y avait plus de profs que dans une école traditionnelle. Par contre, ils faisaient un métier qui était très différent, parce que les matières fondamentales étaient apprises par l'IA, qui était constante, capable de gamifier, etc. Et par contre, l'après-midi, c'était justement les équipes de profs, et les profs étaient en charge de développer ces compétences humaines, c'est-à-dire, ils appellent ça, alors, en anglais, ça s'appelle business acumen, c'est une espèce de culture, de vernis business pour comprendre comment marchent les entreprises, etc. Ils leur apprennent ça très tôt. D'accord. La collaboration, gérer la frustration, c'est un des gros sujets qu'on a de moins en moins quand même aujourd'hui. Donc, ils apprennent vraiment plein de choses comme ça, la résilience, plein de compétences de comportement qu'ils développent. C'est 24 l'après-midi. Donc ça, c'est un exemple qu'il faut garder en tête. C'est très clivant. Je veux juste le mettre là. Oui. Chacun peut avoir une opinion. Mon enjeu, c'est que vous sortiez de ces webinaires en disant,
OK, j'ai appris quelque chose et je peux me poser des questions, des bonnes questions. Non, mais oui, complètement. Ouais, complètement. Mais c'est exactement ça, hein. Moi, j'ai passé l'heure à me poser des questions et là, je repars encore avec des questions. Voilà. Parce que je trouve que ça amène à une question, selon moi, presque philosophique, c'est est-ce qu'on a envie d'une société comme ça? Tu vois, il y a un côté. Moi, c'est ça la question qui me vient. Est-ce que j'ai envie de ça comme société? Mais quand De on se pose mon cette enfant question, devant l'écran. et quand on se pose cette question-là, c'est là où on est dans les vraies bonnes questions, parce que c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut pas, pourquoi on le veut. Et Ouais. c'est là où on décide, et on n'est plus en train de subir l'IA, de se dire quel nouveau modèle d'IA est en train de sortir. C'est pas le débat. Le débat, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut garder éminemment humain, et le Ça reste. marche à l'échelle RH, dans le quotidien RH. C'est Exactement. OK, qu'est-ce que je veux pour ma fonction? C'est ce C'est ça. même raisonnement. Très C'est bien. ça. Et donc, pour conclure juste sur comment, parce que enfin, tous ces constats, pour l'instant, je vous ai donné pas mal à la fois d'outils, de questions à se poser, peut-être de quelques repères. Qu'est-ce qu'on fait chez Neobrain? On a construit quelque chose parce qu'on s'est rendu compte que on accompagnait, enfin, c'était des questions récurrentes qui venaient chez beaucoup d'entreprises, beaucoup de nos clients. On a construit un système qui s'appelle Nexia, qui vous permet de tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. On l'a intégré dans le cerveau d'une IA, dont le rôle est de mesurer l'impact de l'IA sur vos métiers et compétences et de vous donner justement des repères sur vos données, sur vos réalités quotidiennes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit ce système, toute petite capture d'écran ici, qui peut se connecter même dans ChatGPT ou dans Claude. Et ce système-là va vous permettre d'intégrer vos données collaborateurs en se connectant à vos différents SIRH ou autres, vos fiches de poste, vos données marché, vos données internes, votre stratégie d'entreprise. Donc, ça va vraiment se nourrir de votre contexte et vous faire des projections sur les missions, activités, le niveau d'impact, quels sont les cas d'usage qu'on a observé. Et donc, notre idée, c'est de se dire la fonction RH est la fonction la plus stratégique des 10 prochaines années, parce que c'est celle qui doit mettre de l'huile dans les rouages pour qu'en tant que société, on en fasse quelque chose de bien. Et donc, on s'est dit, comme il fallait équiper les soignants pendant le Covid, il faut qu'on équipe la fonction RH pour qu'elle aide les autres métiers à se transformer. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Nexia. On a mis ce petit QR code. Si ça vous intéresse qu'on vous montre comment ça peut se passer, on sera ravis de le faire. Il y a le lien aussi. Voilà. Lien est dans le chat. Et c'est là que je vais te montrer que j'ai bien suivi le webinaire. Ça veut dire que Neobrain est dans la vague numéro 3. Neobrain, tu as raison. Exactement. En fait, tout à fait. Exactement. Nous, on tire profit de l'IA. Ça, on ne pouvait pas le faire. Ce qu'on fait là, on ne pouvait pas le faire avant. Et même chez Neobrain aujourd'hui, nos codeurs ne codent quasiment plus. Mais par contre, ça nous a permis d'être tellement plus réactifs pour réaliser ces projets, réaliser ces applications, ces agents. Ça a changé notre métier, mais au service de nos clients. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. C'est une belle conclusion. Et pour rejoindre ta conclusion, il y a Karine qui disait tout à l'heure dans le chat qu'il y a un grand potentiel d'augmentation pour la fonction RH. Je crois que c'est une belle conclusion à retenir. Écoute, moi, j'ai passé une super heure avec toi. J'ai appris plein de choses. Je repars avec tout autant de questions. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien aussi, je pense, de prendre ce recul. Dites-nous dans le chat. Je vois Anne qui dit bravo, excellente intervention. Toujours très bonne animation. Merci, je prends. Super webinaire. Parce que l'audience n'a pas forcément posé beaucoup de questions, mais je pense que les RH qui étaient là étaient très attentifs et finalement, il y avait beaucoup à absorber et que c'était. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de réactions. Merci pour vos réactions. On voit vos merci. Voilà, que des retours très positifs, qualité de l'intervention et des supports. Bravo, Paul. Et merci surtout d'avoir été là. Et c'était trop chouette de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonne journée tout le monde.